Bonsoir, on est des persévérants, donc on recommence. Merci à Samuel Alison et merci à Sophonéa de leur patience. Donc on est ce soir pour un point sur la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement pour nous dire un peu qu'est-ce que vous faites sur le Covid et pourquoi est-ce que ça vous intéresse de passer du temps avec des amateurs comme nous pour essayer de faire des vidéos et faire comprendre aux gens ce qui se passe dans la pandémie? Ok, alors longue question, on va essayer une réponse courte. Donc ouais, je m'appelle Samuel Alison, moi je suis directeur de recherche au CNRS et je m'intéresse en fait aux maladies infectieuses et plus particulièrement à comment elles se propagent et comment elles évoluent. Et pour ça, dans l'équipe, on utilise beaucoup des outils issus des mathématiques et des statistiques. Donc on fait de la modélisation en biologie. Et c'est comme ça qu'on en est venu à s'intéresser à l'épidémie de coronavirus, parce que ces outils-là, c'est ceux qu'on utilise un peu au quotidien, et on trouvait qu'il y avait vraiment un enjeu en fait à informer sur cette épidémie, parce qu'il y a énormément d'aspects contre-intuitifs en fait sur l'épidémie. On va y revenir, mais la croissance exponentielle, par exemple, c'est quelque chose que le cerveau humain a beaucoup de mal à appréhender. Donc voilà, on s'est mis à travailler là-dessus, et c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai un livre qui est sorti cette semaine en édition de poche dans toutes les bonnes librairies. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité des travaux qu'on faisait à la fois au niveau scientifique et aussi au niveau de diffusion des savoirs. Merci. Oui, pour ma part, je suis maître de conférence à l'université de Montpellier et j'effectue ma recherche dans l'équipe de Samuel, donc intéressé par la question de modélisation des phénomènes populationnels, en particulier donc l'épidémiologie et l'évolution des maladies infectieuses. D'accord. Alors, là, on va essayer de faire un point sur le Covid pour savoir où on en est. Avant de faire un point, on a une petite vidéo du 11 septembre, ça date il y a quand même un petit moment, où un grand scientifique nous éclaire sur la situation et sur est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, docteur? Ce que je voulais rappeler, c'est que depuis maintenant plus de 3 semaines, on nous dit qu'il y a une recrudescence exponentielle du nombre de cas, et dans cette phrase, à peu près, tout est faux, c'est-à-dire que tout est interprétable d'une manière extrêmement dramatique. Et je voulais juste vous donner cet exemple, parce qu'en réalité, la courbe n'est pas exponentielle. Le nombre de cas ne sont pas des nombres de cas de malades, ce sont des nombres de cas testés positifs, c'est-à-dire dans lesquels on retrouve des traces d'acide nucléique dans le nez. Donc, si vous voulez, il y a un décalage presque sémantique dans ce qui est exprimé, et bien sûr, tout ça fait extrêmement peur. Et nous, scientifiques, quand je dis nous ne sommes pas un collectif, 35 scientifiques se sont réunis pour dire il faut lever le couvercle de la peur de toute cette population. Moi, je suis épidémiologiste, j'ai une vue globale de ce qui se passe au niveau des épidémies, et je connais ça. Alors, donc, cet épidémiologiste qui a une vue globale, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Au niveau scientifique, il y a quasiment, si vous allez chercher des articles de lui, vous trouverez quasiment rien. En revanche, c'est quelqu'un qui effectivement passe beaucoup d'énergie pour se positionner dans le champ médiatique. Il a même poussé le vice jusqu'à créer un institut qui en fait est une association de loi 1901 dont il est à peu près le seul membre, mais pour pouvoir se présenter comme président d'un institut de santé. Donc voilà, donc ça a vraiment été très bien décrit par Bourdieu. Et le problème ici, c'est plus généralement en fait avec des gens qui vont détourner finalement leur position scientifique à des fins idéologiques ou personnelles ou autres. C'est ce que Nicolas Chevassus-Louis appelle la malscience. Et bon, c'est déjà évidemment très répréhensible en tant que tel, mais quand on est dans le contexte d'une épidémie ou dans un contexte clinique, c'est d'autant plus grave parce qu'à la fin, en fait, des gens meurent de cette malscience. Oui, c'est un petit peu le problème. Donc, Mircea, est-ce que tu peux nous dire, toi, où est-ce que cet été vous en étiez un peu? Je crois que vous nous avez apporté une courbe pour qu'on regarde exactement, la situation. Ouais, donc on comprend vraiment pas comment on pouvait affirmer sous couvert de science et a fortiori d'expertise en épidémiologie qu'il n'y avait pas de signal à ce moment-là, parce que de notre côté, dès la mi-juillet, il était clair que l'épidémie était en progression exponentielle, sans avoir besoin de faire des calculs trop savants par ailleurs, puisque c'était même indiqué par le point épidémiologique de
Santé publique France, sur la base des dépistages. Et puis dès la fin août, en fait, on voyait clairement une progression exponentielle des chiffres d'activité hospitalière, c'est-à-dire des admissions en réanimation et des décès hospitaliers. Ce qu'on voit à l'écran, c'est les prévisions qu'on a faites au moment où Monsieur Toubiana a fait son commentaire, c'est-à-dire début septembre, où on extrapole tout bêtement. Donc c'est vraiment le degré zéro de, on va dire, de la prévision, c'est-à-dire on dit que les choses ont une dynamique, une cinétique qui est exactement celle observée actuellement, et on fait le prolongement en fait de cette dynamique-là. Et ce que montre en fait ce graphique, c'est que la situation devenait critique dans les hôpitaux au mois de novembre si rien n'était fait. Et c'est en fait vraiment ce qui s'est passé. En fait, là, on est au mois de novembre et c'est assez bluffant de voir que en biologie, les modèles mathématiques nous amènent à ces prévisions-là. Alors, est-ce que du coup, vous avez, avec cette période depuis mars, vous avez appris des choses sur le virus? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du virus, sur ses propriétés, sur comment ça fonctionne, comment fonctionne sa propagation, sa transmission? Du coup, on pourrait vraiment répondre à énormément de points. C'est une question à tiroir. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur le virus par rapport au mois de mars? Évidemment, tous les aspects ont été explorés. De manière générale, personnellement, j'ai jamais vu un seul système biologique, un seul sujet, une seule entité faire l'objet d'une telle productivité scientifique, d'un tel dynamisme, avec on va dire les contre-coups que ça peut occasionner sur la communication scientifique et la malscience, et aussi on va dire les effets d'annonce. Combien de faux espoirs ont été générés tout au long de ces derniers mois, tantôt une immunité collective bien plus basse, tantôt les enfants ne sont absolument pas contagieux, ou ils sont déjà tous immunisés contre le Covid-19 parce qu'en fait ils sont en contact avec des coronavirus endémiques. Ensuite, ça a été finalement comment? Oui, donc ça a été à chaque fois des effets, la saisonnalité par exemple. Donc à chaque fois, on a pensé qu'il y avait quelque chose qui allait nous tirer d'affaire, et pas du tout. Donc d'un point de vue épidémiologique, finalement, les choses sont aussi simples et relativement limpides qu'au mois de mars. Sinon, effectivement, je pense que ce qu'il faut saluer, c'est bien sûr l'amélioration de la prise en charge médicale, en particulier dans les services de soins critiques, en absence de thérapeutiques efficaces et de vaccins. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à diviser par deux la mortalité en réanimation suite à des connaissances. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important, c'est d'avoir très bien décrit les problématiques cardiovasculaires, l'augmentation du risque thromboembolique chez ces patients, et l'ajout de corticoïdes qui permet d'éviter dans certains cas un emballement du système immunitaire. Voilà, ça c'est effectivement ce qu'il y a de positif et de mieux. Après, pour le reste, il y a des détails virologiques, il y a encore beaucoup de on va dire la proximité du virus avec des cousins qu'on trouve chez la chauve-souris, et par ailleurs des questions qui restent ouvertes, comme la contribution des aérosols à la transmission, la contribution du froid à sa persistance dans l'environnement. Il y a toujours des questions qui restent ouvertes. Alors, donc par rapport à ces virus et au confinement, on a la malscience, mais du coup de cette malscience se nourrissent des idées comme quoi le confinement n'aurait servi à rien et que finalement les masques, les gestes barrières ne servent à rien. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, non, bon, il y a, comment dire, pour prolonger un peu la manière dont t'as répondu, Mircea, je pense qu'il y a toujours, on peut voir trois composantes à une épidémie. Il y a une composante biologique, il y a une composante qu'on pourrait qualifier de physique au sens où la propagation est vraiment un phénomène physique, et il y a une composante sociale.
On a énormément progressé sur la composante biologique, c'est-à-dire sur caractériser le virus, enfin, c'est ce qu'a expliqué Mircea, quoi. La prise en charge clinique, etc. C'est vrai que c'est peut-être le domaine sur lequel on a fait le plus de progrès. Le versant physique, là pour le coup, était aussi assez bien connu. C'est ce qu'on a vu sur le graphique avant, c'est-à-dire qu'avec des modèles relativement simples, on arrive à faire des prévisions qui se trouvent malheureusement être exactes. Je dis malheureusement parce que notre prévision, en fait, avait quand même cette hypothèse qui était que rien ne changerait. Donc, d'une certaine manière, en modélisation, en épidémiologie, si votre prévision assez pessimiste se réalise, c'est que c'est mauvais signe, parce que vous avez fait l'hypothèse qu'il n'allait pas y avoir de mesures significatives mises en place, et c'est ce qui s'est passé. Donc sur l'aspect physique, je dirais, c'est des lois de la physique qui sont assez fortes. L'aspect sur lequel on a le plus d'inconnus encore, c'est cette dimension sociale, sociale à plusieurs niveaux. Il y a tout ce qui est au niveau de la transmission, c'est-à-dire qu'on connaît en gros qualitativement l'existence des différentes voies de transmission. Il y a quasiment un consensus aujourd'hui pour dire qu'il y a une transmission aéroportée, que les enfants peuvent aussi transmettre le Covid. Mais ce qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est évaluer d'un point de vue quantitatif les différentes modes de transmission. Donc tout ce qu'on englobe dans le social, qui est à la fois la manière dont le virus se transmet, mais dans la dimension épidémiologique, on pourrait aussi rajouter toutes les conséquences sociales de l'épidémie. Où là, d'un niveau qualitatif, on sait que ça va être les plus précaires qui vont être touchés. On sait que c'est les quartiers les plus pauvres qui ont le plus de décès. Tout ça est finalement cette composante sociale de l'épidémie est la plus compliquée à capturer. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, comme on reprend cette idée de malscience, qui vont vouloir faire rentrer l'épidémie dans des cases et jouer beaucoup sur les zones plus ou moins connues. Effectivement, alors au début, il y avait énormément d'inconnus. Donc les gens qui voulaient faire passer leur message avaient finalement toute l'attitude de jouer sur ce qu'ils voulaient. Et plus on a de connaissances qui s'accumulent, plus les thématiques pour les rassuristes, comme on les appelle, se réduisent. D'accord. Et alors par rapport à la saison 1 du confinement, est-ce qu'on peut faire une petite comparaison entre points positifs, points négatifs par rapport à la saison 2 du confinement? Comment est-ce qu'on peut comparer ces deux étapes? D'abord, il y a jamais, disons, de point positif au confinement en tant que tel. C'est un aveu d'échec. Ne pas devoir confiner, c'est forcément avoir loupé quelque chose dans le contrôle de l'épidémie. Alors après, on peut passer l'éponge pour la première vague d'une certaine manière, dans la mesure où tout le monde était dans le flou total. Et là-dessus, moi personnellement, j'en prends ma part parce que j'avais relativement négligé la gravité de cette pandémie en janvier quand il y avait les premières. Donc voilà, je pense que on n'était pas effectivement au clair sur la gravité et surtout sur la progression invisible de cette épidémie. C'est ça qui a été surprenant, et donc quelque part il n'y avait pas vraiment d'alternative à ce premier confinement au moment où la décision devait être prise. Donc ça c'est clair. Mais bien sûr, en tant qu'épidémiologiste, on peut pas ou modélisateur, on peut pas commencer à discuter sur les aspects les plus négatifs de ce confinement, les aspects sociétaux, économiques. Évidemment, ce sont des restrictions qui ont un impact très fort, et c'est pour ça que ce sont les aspects d'anticipation qui ensuite devaient primer le plus pour éviter un deuxième confinement. Donc oui, le premier confinement a été efficace, clairement. On le voit dans la dynamique, puisque le pic d'admission en réanimation correspond exactement au délai qui s'écoule, qu'on voit dans les études, avec ceux qui viennent d'être contaminés. Ils sont les plus nombreux la veille du confinement, puisque le lendemain, l'épidémie décroît exponentiellement. Donc le fait que le pic d'admission en réanimation arrive exactement 15 jours après, ça témoigne en fait que c'est la vague de ceux qui se sont contaminés le jour où il y avait le plus de transmission, donc la veille. Maintenant, cette efficacité-là, si vous voulez, elle a un coût clair, et c'est pour ça que il fallait l'éviter en adoptant d'autres mesures D'anticipation, quoi. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr ne pas se méprendre sur la relative, on va dire,
sur des aspects relativement rassurants, faussement rassurants d'une dynamique hospitalière à bas bruit, parce que clairement il y avait beaucoup d'autres signes, comme nous l'avons déjà dit, d'une reprise de l'épidémie au cours de l'été. D'accord. Et d'ailleurs, on voit que suivant, suivant dans quel pays on se situe, suivant donc les anticipations ou pas qu'il y a eu, suivant les habitudes, on a des comportements complètement différents. Donc, on a petite vidéo à vous faire écouter là-dessus. Sur une gestion différente de la crise, le Japon et la Corée du Sud, par exemple, n'ont jamais eu recours au confinement total. Et pourtant, les deux pays ont un bilan plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Nous avons posé la question à Julia Seeger, elle est notre spécialiste des questions de santé. Le cas sud-coréen est souvent cité comme un exemple de bonne gestion de l'épidémie. Ils ont très rapidement mis en place un système de traçage. Le gouvernement a aussi adopté une communication cohérente et simple qui a permis la mobilisation de la population. Et très rapidement, ils ont aussi fait appel aux entreprises pharmaceutiques pour développer des tests de dépistage. Il y a eu des couacs, notamment au niveau du traçage des personnes contaminées, mais là encore, le gouvernement a réagi rapidement en anonymisant les données personnelles des personnes contaminées. Dans le cas du Japon, le gouvernement, dans un premier temps, est apparu comme un petit peu débordé. Shinzo Abe a insisté pour que les Jeux Olympiques de Tokyo aient lieu en juillet et finalement il a annulé l'événement. Il s'est coordonné avec les gouverneurs des différentes provinces pour mettre en place de grandes campagnes de sensibilisation pour respecter la distanciation sociale et les gestes d'hygiène. C'est vrai que dans les deux cas, le cas japonais et le cas sud-coréen, ce souci de la propreté a joué, a pesé dans la balance pour limiter la contagion. Dès leur plus jeune âge, les enfants dans ces deux pays, on leur apprend la propreté, ils doivent nettoyer leur classe, mais aussi les alentours de leur école. Les adultes aussi se portent volontaires pour nettoyer les rues. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture et qui relève de la responsabilité individuelle, mais également collective, au point même où, dans certains cas, eh bien, ça peut nourrir de la culpabilité chez certains. Je vous donne juste un exemple. Un sondage qui a été effectué par l'université de Séoul en mai a révélé que 62% des personnes interrogées avaient plus peur de la stigmatisation d'avoir contracté la Covid-19 que des réels risques sur leur santé. Mais alors, du coup, pourquoi cette hétérogénéité? Là, on peut le voir aussi sur la carte que vous nous avez passée. On a des pays qui sont peu touchés, d'autres énormément touchés. Il y a différents critères que vous abordez, critères biologiques, mais aussi critères culturels et sociaux. Oui, alors c'est déjà compliqué en fait d'analyser l'épidémie à un niveau national, mais alors faire des comparaisons entre pays, pour le coup, c'est extrêmement risqué. Un point qui se dégage aujourd'hui dans les enseignements et qui reflète quelque chose qui sera assez familier aux personnes qui travaillent en santé publique, c'est que en santé publique, plus vous prenez une mesure tôt, surtout dans une épidémie de maladie infectieuse, plus elle a d'effet. Pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple du suivi de contact et du traçage, parce que c'est assez intuitif en fait. Si vous avez une centaine ou un millier de nouvelles infections en France chaque jour, vous allez pouvoir dépister ces personnes et leur demander quels étaient leurs contacts, voire recontacter les contacts de ces personnes. C'est faisable. Comme on est aujourd'hui dans un cas où il y a 50 000 nouvelles infections par jour, vous doutez que 50 000 nouvelles infections par jour, si vous devez aller chercher les 5 à 10 contacts de ces personnes chaque jour, enfin vous arrivez, il faudra employer toute la population pour tracer ces contacts. Et c'est une illustration du fait que une stratégie, bon, par exemple celle-là, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres stratégies, elles ont un effet qui diminue avec le fait que l'épidémie progresse. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'interpréter un petit peu les différences observées entre pays. C'est-à-dire que les pays qui ont eu vraiment une attitude très différente de celle de la France, pour la nommer, donc qui vraiment n'ont pas laissé l'épidémie se propager, finalement semblent aujourd'hui être les pays qui en tirent les bénéfices. Après, pour expliquer les différences entre pays, il faut pas négliger non plus ce qu'on appelle, nous, sur le thème barbare, de stochasticité, un peu de hasard. C'est-à-dire que le début de la vague épidémique va être un processus qui va quand même être un peu aléatoire. Et si vous comparez par exemple l'Italie en Europe, l'Italie a eu la malchance d'être le premier pays vraiment touché par la vague épidémique, et du coup c'est eux qui ont eu une des mortalités les plus élevées. À l'inverse, les pays où la vague épidémique a démarré plus tard pour des raisons soit de hasard, soit ils avaient moins de commerce avec la Chine, ont eu plus de facilité entre guillemets à contrôler l'épidémie. Et ça on le voit en France. En France, il y a des départements qui ont été touchés plus tôt. Là encore, juste plus ou moins pour des raisons de hasard, sauf que
vous l'avez avec le confinement national, vous gelez la situation, et au final, ça a amplifié les différences entre départements. Donc, il y a clairement des différences, bon, je ne vais pas détailler les différences sociales de gestion de l'épidémie, il y a aussi une composante de hasard là derrière. Et est-ce qu'il y a une composante biologique dans ces différences? Parce que dans le papier que vous avez écrit, vous parlez de différences génétiques. Alors d'abord, il y a en termes de bilan, que ça soit sur le risque de saturation des systèmes de soins qui d'ailleurs peuvent différer largement d'un pays à l'autre, mais aussi le bilan en termes de mortalité. Il est clair, étant donné le profil de létalité de cette maladie suivant l'âge, que la pyramide des âges, donc la démographie, influence énormément les choses, et donc c'est pour ça que comparer sans corriger par le fait qu'il y ait des populations plus âgées et des pays avec des populations plus jeunes, bien sûr, ça n'a pas grand intérêt. Après, oui, des sensibilités génétiques, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a toujours des prédispositions peut-être on connaît d'autres maladies infectieuses comme le paludisme qui interagissent même de manière évolutive, c'est-à-dire au cours des générations avec le génome, c'est ce qui explique la prévalence d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, l'anémie falciforme. Donc c'est des choses qui sont relativement possibles. Pour le moment, elles sont pas tout à fait bien éclaircies, mais ce sont des pistes de recherche. Alors, donc la question qu'on peut se poser, c'est en politique ou en médecine, c'est que faire? Donc que faire maintenant? On a quel procédé, quel processus on peut mettre en place pour la limitation de la transmission? Est-ce que c'est toujours des gestes barrières nouveaux? Est-ce qu'il y a de l'aération, des choses comme ça? Parce qu'après, on va parler de ce que vous parlez, enfin, ce dont vous parlez, les résistances et autres, psychologiques et autres. Mais déjà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vu où on en est? Comment est-ce qu'on peut essayer de que ce soit le moins pire possible? Alors je vais commencer en redisant quelque chose que Mircea a déjà dit, qui est que c'est plutôt qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, et que pour nous c'est vrai que quand les journalistes nous demandent bon est-ce qu'il faut confiner aujourd'hui, c'est extrêmement énervant, et Christian Lehmann disait ça aussi, c'est-à-dire que nous on a dit dès le mois d'août, dès le mois de septembre, il faut faire quelque chose. On n'a rien fait. On a quand même la ministre du Tourisme qui, mi-octobre, incitait les Français à partir en vacances en disant que c'était un devoir citoyen. Donc, clairement, il y a eu une décision politique de laisser filer. Et c'est vrai que pour nous, c'est assez frustrant de maintenant être interrogé pour proposer des solutions alors que les services de réanimation approchent de la saturation. Donc, à ce niveau-là, c'est assez énervant. Donc il y a deux choses. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, les pays qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui ont été vraiment proactifs, et sans prendre l'exemple des pays asiatiques qui ont poussé ça à l'extrême, ou les pays insulaires pour qui c'est plus facile, mais ne serait-ce que l'Allemagne a eu une politique, alors en essayant de développer plusieurs moyens. Je disais tout à l'heure, on ne sait pas encore très bien quels sont les moyens les plus efficaces. Mais ils ont essayé plusieurs choses, et des choses qu'on n'a pas du tout essayé en France, par exemple tout ce qui est la ventilation des espaces clos. Ils ont investi, je crois, 500 millions pour ventiler les espaces, quelque chose qui en France, c'est même pas qu'on n'a pas investi dedans, c'est qu'en gros le gouvernement a décrété que c'était nul et non avenu. Voilà, il y a eu plein de choses qui auraient pu être mises en place. Le problème, encore une fois, c'est que vous avez plein de mesures qui peuvent marcher tôt dans l'épidémie, et qui se révèle inefficace une fois que vous l'avez laissé trop progresser. Donc effectivement, quand vous laissez la situation dégénérer, et là vraiment ce qu'on a appelé les rassuristes, mais tous ceux qui ont dit il n'y a pas de problème, alors qu'on savait très bien à l'époque qu'il y avait un problème, ont une part énorme là-dedans, et vraiment le confinement qu'on revit, c'est quasiment, comment dire, non, je veux dire, il y a d'autres pays qui reconfinent en ce moment, mais l'Allemagne reconfine alors qu'ils en sont à l'état où on en était 6 semaines avant. Donc, a priori, leur reconfinement durera moins longtemps que le nôtre. Et tout ça pour dire que l'intensité et la violence des mesures qu'on vit et qu'on risque de revivre vient vraiment de cette position rassuriste. Donc, par rapport à ces positions rassuristes,
dans votre papier, vous parlez des résistances, notamment des résistances psychologiques. Bon, on verra les couacs du gouvernement, la faible légitimité du gouvernement sur les mesures qu'il propose du fait de ces couacs, mais il y a une résistance psychologique qui nous a paru intéressante, nous, à développer. Merci. La résistance psychologique au confinement, aux chiffres, en fait. Le fait que psychologiquement, les gens sont pas prêts ne veulent pas accepter une mesure, pas forcément parce que y a de la dureté de la mesure, mais de se dire ça participe à une pensée dominante, c'est l'État qui nous dit ça, donc nous on va pas le faire, ou on va... Honnêtement, je sais pas à quel point c'est vrai, parce que après, selon les sondages, il y a personnes qui justement sont très inquiètes pour leur santé et qui ont tendance à vouloir justement que un maximum de mesures soient prises, et il y en a qui, à juste titre, mettent en avant les dommages collatéraux du confinement. Donc finalement, les deux sont justifiés. Le problème, c'est de devoir les opposer. Et il y a un manque de pédagogie qui est clair, un manque de pédagogie, mais aussi un manque de communication sur la stratégie, peut-être parce qu'il n'y en a pas, en fait. Tout simplement. Donc je pense oui. Quand on met en avant un confinement, après effectivement avoir laissé la rentrée se faire quasiment normalement dans les établissements scolaires, c'est un décalage qui est absolument incompréhensible. Donc la résistance, disons, je pense que c'est une forme, si vous voulez, de distanciation d'un gouvernement qui est censé avoir les moyens, mais aussi les compétences, disons, via l'information qu'ils reçoivent par le conseil scientifique, qui a été très alerte dès le début sur le sujet et qui a bien anticipé la chose. Donc finalement, ils avaient l'oreille attentive de l'exécutif et rien ne s'est passé. Et donc cette distanciation vis-à-vis d'un exécutif qui est incompréhensible et qui est illisible. Donc je pense que c'est pas vraiment une forme de résistance, mais une forme finalement de lassitude, d'exaspération, qui peut prendre des manifestations tout à fait diverses, et effectivement celle de vouloir en défaire avec les restrictions, parce que en découdre avec les restrictions, parce que elles semblent soit trop tardives, soit non avenues, parce que finalement disons il y a pas une once de stratégie derrière. Alors quand on parle de pas une once de stratégie, on a un petit vidéo à vous faire écouter qui montre, après on vous interrogera sur la question des scientifiques, parce que les scientifiques sont mis sur la sellette par cette vidéo. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence, est mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible.
Alors, les scientifiques ont varié par rapport à la question du masque, et c'est quand même hallucinant, ces revirements. Ouais, alors clairement, enfin c'est quelque chose qu'il faut dire. Hein, c'est un virus qui est apparu. Il y a des dizaines, voire des centaines probablement de scientifiques qui travaillent en France sur un virus de la grippe qui est apparu il y a plus de 100 ans. Donc on en apprend toujours. Là, c'est un virus qui est apparu il y a moins d'1 an. Donc c'est possible que le discours varie. Le cas des masques est un mauvais exemple pour les ministres parce que si vous prenez le conseil scientifique dont on a déjà parlé tout à l'heure, dans leur premier avis, en fait, le tout premier, vous pouvez voir qu'ils précisent qu'ils recommandent d'encourager le port du masque le plus largement possible. Donc après, on en a un peu parlé au niveau de la malscience, c'est-à-dire que pour un homme politique, se contredire, mentir, c'est pas un souci, quoi. C'est quoi la durée de mémoire d'une opinion publique? Je crois que c'est 18 mois à peu près là, de ce qui avait été étudié. Donc tout ce qui compte, tout ce qui a été avant 18 mois ne compte pas. Pour les scientifiques, c'est autre chose. Pour les scientifiques, effectivement, dire quelque chose de faux, c'est souvent la fin d'une carrière scientifique. Bon, pour ceux qui en ont pas, ça pose pas de problème. Mais là, vraiment, ouais, il y a une différence fondamentale là-dessus. Mais bon, après, il se trouve que les masques, c'est un très mauvais exemple, mais je peux tout à fait envisager qu'il y ait des connaissances qui soient radicalement changées. Pas du jour au lendemain, mais quasiment sur le Covid-19, parce que c'est quelque chose de très nouveau. Donc quelque chose de très nouveau, mais avec ces histoires de masse, donc on a une perte de légitimité d'un gouvernement qui doit donner le cap et lancer une stratégie. On a aussi peut-être un problème du côté de la médecine ou des sciences, avec une méfiance de la population, parce que des fois il y a un amalgame qui est fait entre les sciences, les technologies, leur application, ou alors des déboires qu'il y a pu avoir dans l'histoire avec la médecine. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais globalement, il y a rien de nouveau sous le soleil, mis à part la médiatisation de la recherche en train de se faire. Alors ça, on pourra en discuter longuement, mais je pense que c'est un cas unique, vraiment inédit, où il y a eu une confusion sur la couverture médiatique de ce qui relève de la science, ce qui relève de la recherche, qui est une activité même comme une autre, avec ces modalités d'égarement, d'intuition, quand une équipe de recherche se lance sur une piste, parfois ça peut être du fait de l'intuition purement peut-être onirique suite à un rêve et qu'on explore au titre que n'importe quelle autre piste, mais on la dévale pas sur la place publique avec le même degré de conviction que un consensus international. Alors après, on peut comprendre que certains scientifiques qui n'ont pas forcément l'habitude, bien sûr, de l'exercice médiatique, mélange un peu ce qui est certain de ce qui est uniquement une piste de recherche parmi d'autres, et que les médias aussi grossissent un peu le trait, cherchent un peu le scoop, mais aussi mettent en scène quelque part la discorde scientifique qui existe sur les questions qui ne sont pas tranchées, mais qui en revanche devrait bien délimiter quel est on va dire, l'état des lieux des connaissances avec un consensus international, avec des validations par des équipes indépendantes, si possible, bien sûr, sur des jeux de données différents et avec une absence on va dire, avec une méthodologie qui peut être complémentaire. Plus il y a d'approches complémentaires indépendantes et plus le résultat est solide. Ce n'est pas possible comme ça d'arriver avec une hypothèse et de la mettre en avant comme si c'était quelque chose de tout à fait certain. Donc effectivement, il y a une part de responsabilité sur la prise de parole, d'autant plus si elle n'est pas justifiée par les compétences et l'expérience de la personne qui est interrogée et qui répond parfois tous azimuts sur l'ensemble des questions qui lui sont posées, même en dehors de son champ de compétences, et les médias un peu d'entretenir finalement la controverse, parfois qui n'existe pas vraiment, parce que si on mettait vraiment les deux personnes face à face, peut-être qu'elles seraient d'accord, parce que c'est parfois une question purement sémantique. En revanche, je peux comprendre la difficulté pour le public non averti et du coup une forme de défiance et un détournement vers des sources qui sont moins fiables et des explications qui peuvent paraître plus élégantes mais qui sont fondamentalement fausses.
Donc maintenant qu'on a fait un peu ce tour d'horizon, ce point, pour les prochains mois, dans un peu à moyen terme, vous avez fait quelques simulations avec des simulations très optimistes, d'autres un peu plus pessimistes. Ou est-ce que, sans vouloir, voilà, c'est pas, on demande pas de savoir exactement quelle va être la météo covidienne d'ici peu, mais en gros, ça va être long, très long. Il y en a pour un moment. Ça dépend aussi du vaccin si ça arrive, mais par rapport à l'évolution maintenant de l'épidémie, à quoi faut s'attendre? Bah, d'abord, la première chose à dire, c'est que aujourd'hui, 9 novembre, c'est ça, il est trop tôt pour estimer les effets du confinement. Voilà. Donc tous ceux qui vous diront aujourd'hui ou demain quel est l'effet du confinement, s'il permet ou non de contrôler l'épidémie à ce stade, sont plutôt des escrocs. Mais après, on voit des signes. Ça serait, on les voit effectivement. Il y a une baisse des admissions, des hospitalisations qui sont, qui représentent la source de données la plus fiable, parce que les dépistages, on le sait depuis 2 semaines, ne sont plus interprétables correctement. Donc, il y a une baisse des hospitalisations. Mais pour le moment, la valeur du nombre de reproductions qui est enregistré avec ces données commençantes, des premières hospitalisations suite à des contaminations qui ont lieu après la mise en place du confinement, n'est pas suffisante. On n'a pas la certitude que ça soit vraiment suffisant pour contrer l'épidémie. Donc il faut encore attendre. Premier point. Deuxième point, du coup, tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas faire des prédictions pour dire il va se passer, il y aura tant de décès le 1er décembre, ou tant de contaminations le 24 décembre, mais faire des scénarios, explorer en fait, pour anticiper, tout simplement anticiper. Bon, si finalement il s'avère qu'on est dans tel scénario, vers quand on devrait se projeter. Pour déjà, il n'y a pas 36 scénarios possibles. Il y a un scénario où on est plutôt un confinement qui fonctionne bien. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plutôt vers fin décembre seulement qu'on pourrait atteindre le seuil fixé par Emmanuel Macron des 5000 cas par jour. Après, on ne sait pas est-ce que c'est 5000 cas détectés. Si c'est détecté, ça en fait un peu ce qu'on veut avec les tests de dépistage. Si c'est 5000 cas réels, les prévisions, elles ne sont pas compatibles avec la date du 1er décembre, ça c'est clair. Si en revanche le confinement n'est pas assez performant, bien là, je pense que l'exécutif se verrait mal de devoir dire on va le prolonger à ce rythme-là jusqu'à fin janvier, parce que c'est ça qui est prévu par les simulations. Donc ça appelle forcément une augmentation des restrictions. Est-ce que au niveau local, selon quelle modalité, ça c'est du ressort du politique, c'est clair. Mais voilà, donc globalement, c'est autour du mois de janvier que les choses pourraient se normaliser, modulo certains changements dans les modalités de ce confinement. Samuel, un mot à rajouter là-dessus? Oui, deux choses au moins. La première, c'est que c'est vrai que pour les prévisions, on est typiquement à un moment où c'est très compliqué de faire des prévisions, parce que nos prévisions qui avaient bien fonctionné au 10 septembre, c'était modulo le fait que la tendance ne change pas. Et là, on est certain que la tendance a changé avec le confinement, donc on est vraiment dans cette zone où on peut pas avoir de certitude, et même en fait, on peut suivre avec les comptes de téléphonie Orange, voir si les gens se déplacent plus ou moins, mais on sait pas ce qu'ils font en fait, on sait pas s'ils portent le masque, s'ils respectent les gestes barrières, etc. Donc aujourd'hui, on sait pas vraiment dans quelle situation on est. Et le deuxième point, c'est ce qu'a dit Mircea, c'est que vraiment on a laissé la situation empirer bien plus que ce que tous les scientifiques à peu près, à part quelques escrocs, avaient dit. Donc il y a vraiment eu là-dessus, on en revient en fait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, et il n'y a pas de stratégie lisible, et donc une fois que la stratégie a empiré comme ça, vous n'avez pas tellement d'autres choix. On pourra revenir sur les pistes de sortie, mais malheureusement, une des choses qui a rendu cette épidémie, qui en a fait une pandémie aussi meurtrière, il y a deux choses. La première, c'est que le virus se transmet avant les symptômes, et ça, c'est vrai que ça a vraiment
contrecarrer finalement les mesures mises en place initialement pour limiter l'ampleur de l'épidémie. Et la deuxième chose, c'est la virulence de ce virus. C'est-à-dire qu'il y a des autres coronavirus qui sont extrêmement plus virulents, qui ont, enfin le coronavirus, c'est 0,8% à peu près des Français infectés qui décèdent. Il y a d'autres coronavirus où ça monte à 20 ou 30%. Quand c'est extrêmement virulent comme ça, déjà vous allez avoir des symptômes plus forts et du coup vous allez avoir un effort tout de suite pour contrôler l'épidémie. Celui-là était moins virulent, donc en fait il y a eu au début une moindre inquiétude. Mais en même temps sa virulence reste très élevée. On est dans l'ordre de 10 fois la virulence de la grippe. Et du coup on a un peu le pire scénario, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est pas si virulent que du coup pas virulent au point qu'on y réagisse très 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 fortement au début, mais en même temps très virulent par rapport à d'autres infections respiratoires. Donc on a laissé ça se propager et malheureusement il y a pas de, enfin l'idée que certains pouvaient avoir initialement qu'on pourrait laisser le virus se propager, ou même qu'on a lu récemment dans le monde, qui était que on pourrait finalement se contenter entre guillemets de protéger les personnes les plus à risque. Voilà, après c'est notre expertise, mais ça nous semble pas envisageable. Pour deux raisons. La première, c'est ce que je vous disais, c'est que déjà c'est quelque chose qui est 10 fois plus virulent que la grippe. Donc en admettant un exercice de pensée que vous puissiez protéger entièrement tous les plus de 55 ans. Et il reste quand même pas mal de Il reste quand même, vous devez compter quasiment autant de décès que pendant la première vague. Sauf que là, ce seraient des décès de gens de moins de 55 ans. Donc on parle pas du tout de la même population pour la France. Et de toute façon, cette idée que vous pouvez retirer et protéger au maximum les personnes les plus à risque est en fait complètement illusoire. Vous pouvez pas retirer des gens comme ça de la société. Nous, selon nos estimations, il faudrait une intensité de protection 5 à 10 fois supérieure à ce qui a été pendant le premier confinement. Et donc, ce qui risquerait de se passer là, c'est finalement une vague épidémique qui, au début, effectivement, serait chez les plus jeunes, chez les moins à risque, qui déborderait à l'ensemble de la population, et un scénario, plus les conséquences psychologiques. Voilà, alors en plus là on ne parle que des décès, on ne parle pas de tous les effets à long terme, de toute la saturation du système hospitalier, et au final l'exemple de ce qui s'est passé à Manaus en Amazonie au Brésil est un peu une des pires illustrations de ce que c'est une vague épidémique, de ce que c'est une croissance épidémique, et de ce qu'est la virulence de ce virus qui est quand même 10 fois plus virulent que la grippe. Et Manaus, malgré une population très jeune, donc on était loin des 0,8% de mortalité française, la vague épidémique a été telle que les hôpitaux se sont effondrés et que en gros même les pompes funèbres n'arrivaient plus à suivre. Donc c'est vraiment on a laissé cette épidémie se propager à un point en France qui fait qu'on s'est un peu coupé toutes les options de contrôle. D'accord, donc on a plus qu'à attendre et patiemment avec le confinement et les gestes barrières. Disons là, une fois le confinement implémenté, il est implémenté parce que la situation est catastrophique et que on est bien d'accord. L'objectif de ces mesures, c'est d'éviter une surmortalité hospitalière suite à l'engorgement des services de soins critiques. Hein. C'est ça. Donc après, il faut malheureusement prendre notre mal en patience, mais commencer déjà à réfléchir à la suite et à éviter une troisième vague. Voilà. Donc éviter une troisième vague, ce qui veut dire du coup c'est assez clair, mais c'est évidemment renforcer l'épidémiosurveillance. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Où est-ce qu'on est à l'épidémie? Au plus près de là où elle se propage, donc ne pas tirer la sonnette d'alarme trop tard, évidemment. Ça veut dire une politique massive de dépistage, évidemment, avec une recherche des cas contacts qui soit la plus efficace possible. Au Vietnam, par exemple, on s'arrêtait pas seulement aux cas contacts, mais aussi aux contacts des cas contacts. Donc ça veut dire aller voir les cercles suivants, parce que finalement c'est la seule façon. Si vous saturez, c'est arrivé à plusieurs reprises au cours depuis la politique massive de tests en France. Au moment où vous saturez le système, les capacités diagnostiques, parce qu'il y a trop d'échantillons qui arrivent, eh bien vous rendez quasiment inefficace en fait le système de traçage de contacts, puisque vous contactez trop tôt les personnes qui sont positives parmi les cas contacts. Donc à partir de là, elles ont déjà propagé le virus plus loin et la chaîne de transmission s'effectue.
Et c'est vrai aussi pour les clusters, hein, vous pouvez pas détecter tous les clusters si le système est trop lent et pas assez réactif. Donc le fait d'aller chercher des cercles de contact d'ordre supérieur, eh bien ça vous permet de prendre de l'avance en fait sur les chaînes de transmission et les arrêter avant qu'elles se maintiennent. Premier point. Et ensuite, eh bien être beaucoup plus local. On a dit partout que le confinement ne serait jamais national, et pourtant il l'est. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Là où où il y avait une progression très nette, très forte, il aurait fallu appliquer des mesures plus importantes, bien sûr, aussi plus précoces, on l'a dit, mais localisées, parce que ça servait à rien, effectivement, nationalement, de mettre tous les départements dans le même panier, alors qu'ils n'ont pas la même dynamique, on le voit bien. Donc, être beaucoup plus réactif aussi à l'échelle locale. Et ensuite, eh bien, globalement, marteler, au lieu de marteler des seuils qui n'ont pas vraiment de support biologique comme les 6 à table, marteler le fait que finalement il s'agit quand même de diminuer le nombre d'interactions sociales au maximum là où on peut et bien sûr maintenir les gestes barrières autant que possible. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui devrait être maintenu aussi en dehors des périodes de confinement et ne pas se dire qu'on dispose d'une lune de miel pour lesquelles on peut tout se permettre. Justement, c'est ça le danger, c'est que on favorise à chaque fois la réémergence de l'épidémie parce que il y a cette forme de relâchement. Ça, on l'a très bien montré et avec d'autres équipes que finalement, ce qui est important, c'est comment vous comportez en dehors des périodes de confinement. C'est ça qui vous garantit véritablement de ne pas être confiné une nouvelle fois. Donc lutte contre le troisième vague, ta conclusion, toi, pour Samuel? Oui, non, enfin, ce qu'il faut surtout, je pense, ne pas rater, qu'on a raté clairement lors du premier déconfinement, c'est la question du débat démocratique. C'est-à-dire qu'on a parlé de plein de mesures et on les a pas toutes listées, hein, il y en a d'autres. On n'a pas parlé du télétravail qui est encore aujourd'hui dans une zone de flou, les écoles, les transports, etc. Mais ce qui a manqué, c'est vraiment le débat là-dessus au niveau national, parce que toutes ces mesures ont un coût. Et quand je parle de coût, c'est pas juste le coût économique, c'est-à-dire qu'il y a un coût social, il y a un coût sanitaire. On a dit voilà, vous pourriez des gens pourraient envisager une immunité de groupe en laissant l'épidémie se propager. Ça aurait un coût sanitaire gigantesque. Certaines mesures auront un coût financier, d'autres, et tout ça finalement a été complètement passé sous le tapis. En gros, en niant le fait qu'il y avait une épidémie, le gouvernement, le président se sont économisés le fait de débattre, parce que si on avait vraiment eu une réponse politique à la hauteur dès le mois d'août, forcément il y aurait dû y avoir un débat, parce que vous imposez pas un confinement quand les systèmes de réanimation sont pas saturés. Et donc là, on aurait eu un débat. On aurait pu comparer les différentes mesures, savoir lesquelles étaient les plus acceptables, et aussi poser la question de qui allait payer. Encore une fois, qui va payer au niveau économique, mais aussi qui va payer le coût au niveau social, au niveau sanitaire. Et ce qu'on a vu dans les 2 confinements, malheureusement on risque de revoir encore cette fois, c'est que en l'absence de débat là-dessus, ceux qui vont payer, ça va toujours être les mêmes, hein, ça va être les plus précaires, les plus fragiles, et au final, sans poser cette question, sans ouvrir ce débat sur quelles mesures on applique et pourquoi, on s'oriente tout droit vers une 3e vague qui touchera les mêmes que les 2 premières. Et bien en tout cas, merci bien d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été patient, d'avoir tenu aussi tard avec nous. Donc on remercie Samuel, Alison et Mircea Sophonéa. Donc à bientôt pour la Carmagnole, pour la Web TV. Peut-être que ça sera une Web TV en direct la prochaine fois. On verra. Donc prochaine date a priori le 26 novembre, autour d'un livre sur la guerre d'Espagne. Donc d'ici là, bonne semaine et puis portez bien vos masques et attendons, on n'espère pas la 3e vague. À bientôt.